Bonsoir, bonsoir, mais comme je suis contente de vous retrouver ce soir, ça me fait tellement plaisir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Soyez les bienvenus. Je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse. J'ai la joie de vous accompagner pour un webinaire et ce webinaire exceptionnel ce soir sur la médecine chinoise. Alors avant de présenter et de vous présenter notre invité qui est là, un petit regard juste sur le chat parce que ce soir, vous êtes extrêmement nombreux. Vous êtes plus de 9400. Vous êtes inscrits. Alors, dites-nous d'où vous venez, qui vous êtes et surtout comment, j'ai envie de dire, comment vous vous sentez en ce démarrage d'hiver. Alors, vous savez, on a à cœur sur cette chaîne, sur Vivo Vojo, sur cette plateforme, de vous présenter toujours des experts, bien sûr, qui sont maîtres dans leur domaine, mais surtout des virtuoses les plus incroyables, ceux qui maîtrisent véritablement leur art. Et ce soir, pour parler, eh bien, de la médecine chinoise, notre thématique, on reçoit sur Vivo Vojo l'une des personnes les plus pointues dans ce domaine, Philippe Sionneau. Bonsoir, sois le bienvenu. Bonsoir Laura, c'est un vrai plaisir d'être avec vous tous et accompagné par toi. Alors, merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle, Philippe, que tu es un des rares Français à avoir obtenu un diplôme d'État universitaire chinois. Et ça, c'est extrêmement rare. En gros, tu es un des rares à pouvoir exercer dans un hôpital en Chine. Tu es également l'un des écrivains les plus prolifiques de la médecine chinoise. Tu as écrit plus de 37 livres. Et ça continue. Évidemment, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu pratiques aussi cette médecine depuis plus de 25 ans maintenant. Tu es un thérapeute en réalité comme on en fait peu parce que tu prépares tes dossiers, et ça je le sais, par des connaissances. Tu prépares vraiment tes dossiers de manière extrêmement assidue. Ton cabinet tourne à plein régime. Bref. Tu es un formateur, tu es un enseignant, tu es un conférencier, tu es un praticien hors pair et tu enseignes tout ça un petit peu partout dans le monde. À travers toute cette liste que je viens de dresser, on a bien compris, Philippe, que la médecine chinoise, finalement, je dirais, c'est ta mission de vie, c'est l'une de tes raisons d'être. Qu'est-ce qui t'a attiré, pour commencer, et avant qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette médecine et qu'est-ce qui fait que tu te passionnes encore aujourd'hui, plus de 30 ans après ? Alors, tout d'abord, je pense que ça remonte à très, très, très loin. Il y a parfois des choses, Laura, qu'on explique et d'autres choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé à être attiré par les médecines non conventionnelles, je ne sais pas, autour de 14 ans, et j'ai toujours été, j'ai beaucoup lu, je me suis intéressé à l'époque à la naturopathie, à la nutrition, à la phytothérapie. Vraiment, j'étais très, très jeune, attiré par les médecines non conventionnelles. Et après, c'est je dirais le hasard de la vie qui m'a amené vers l'étude de la médecine chinoise. Mais jamais j'aurais pu imaginer un jour étudier et ensuite pratiquer la médecine chinoise parce que ce n'était pas dans notre culture, ce n'est pas dans ma famille, il n'y avait pas de médecin. Donc c'est vraiment, je dirais d'abord, une vraie passion, un vrai intérêt pour les médecines non conventionnelles, la santé en général, la prévention. Et après, c'est le hasard de la vie qui m'a amené vers la médecine chinoise. Alors, bien sûr, tu as appris le chinois, évidemment. Tu lis le chinois. Je lis le chinois médical, oui. Oui, tu lis le chinois médical. Et là, j'aimerais vraiment qu'on entre finalement dans le vif du sujet de ce soir, parce que qu'est-ce qui différencie la médecine chinoise finalement de notre médecine occidentale? Est-ce que tu peux comme ça, de manière assez synthétique, nous expliquer quelles sont les grandes différences entre ces deux médecines? Alors peut-être qu'avant de parler des différences, on peut déjà parler des points communs, parce qu'en fait, il y a aussi des points communs. Le plus gros point commun de mon point de vue, il y en a deux principaux qui sont importants. C'est d'abord, ce sont deux systèmes médicaux complets. En eux-mêmes, ils ont leur propre manière de voir, d'interpréter le vivant, mais ce sont des systèmes médicaux. Je pourrais m'expliquer tout de suite, si tu le souhaites, sur qu'est-ce que j'entends par système médical. Et l'autre grand point commun, ce sont deux allopathies. Ça veut dire quoi, allopathie? C'est aller contre. Alors en médecine chinoise, on va dire par exemple, si cette maladie est due au froid, on va réchauffer. Si cette maladie est due à la chaleur, on va refroidir. C'est aller contre. D'accord? Alors bien sûr, avec des outils thérapeutiques complètement différents, mais ce sont deux allopathies. Donc, il y a des points communs. Et il faut savoir, c'est qu'en Chine,
on dit qu'en réalité, en Chine, il y a 3 médecines. Okay. La première, c'est la médecine chinoise, la plus traditionnelle, celle qui est là depuis toujours en Chine. La deuxième, c'est la médecine occidentale, donc notre médecine conventionnelle qu'on connaît tous. Et la troisième, c'est la combinaison des deux. C'est que ces deux médecines qui se combinent parfaitement, je dirais même qu'ils se renforcent mutuellement. Ouais, donc il n'y a pas d'opposition, c'est ça que tu es en train de nous dire. Il n'y a pas d'opposition. Okay. Il n'y a vraiment pas d'opposition. Ensuite, ce qui fait la différence, c'est quoi, Laura? C'est le fait que la vision de l'être humain dans la médecine chinoise est très différente de l'interprétation de la médecine occidentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont on conçoit l'être humain dans notre médecine européenne, occidentale, ben, c'est simplement une interprétation du réel. Ce n'est pas le réel. Oui. La médecine chinoise, c'est pareil. Ce n'est pas le réel. Elle essaye d'interpréter le réel. Et à partir de là, chaque médecine a sa manière de concevoir l'anatomie, la physiologie, le mécanisme des maladies, les causes des maladies, etc. etc. Et donc, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des systèmes de pensée pour essayer de comprendre les maladies, et puis, quand on peut, essayer de porter des solutions, de proposer des solutions. Alors là, du coup, c'est très différent entre la médecine occidentale et la médecine chinoise, c'est qu'on a des interprétations de l'humain qui est très différentes. Absolument. Absolument. Et ça, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques justement cette différence qu'il y a d'interprétation de l'humain, de l'interprétation finalement du vivant. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais disons, pour donner des choses concrètes. Je sais qu'on peut passer une nuit avec toi, mais qu'on n'a qu'une heure 30. Non, on va essayer de faire rapide et d'essayer de l'associer à notre thème d'aujourd'hui. C'est que, par exemple, nous, en Occident, on considère que lorsqu'on a un syndrome grippal, un Covid ou autre, c'est un virus qui nous a attaqués. Oui. D'accord ? Oui. On peut aussi avoir des infections d'origine bactérienne. D'accord ? Des choses qui sont connues, archi-connues en Occident. On sait repérer quel type de virus, de bactéries, etc. OK. Mais il y a 150 ans, ou peut-être moins que ça, chez nous, ces concepts-là n'existaient pas. Alors, il y a 3000 ans, quand la médecine chinoise a été inventée, ben, ils existaient encore moins. Donc, il y a 3000 ans, lorsqu'on essayait quand même de comprendre les pathologies, comprendre pourquoi on tombait malade, etc., il a bien fallu avoir une tentative d'explication. Et par exemple, pour l'aspect des bactéries, des virus, des choses de cet ordre-là, oui. En fait, on considère que c'est des facteurs climatiques pathogènes qui attaquent le corps et qui amènent différents symptômes, différents déséquilibres. On considère par exemple que le froid est une cause de maladie, par exemple grippale, ou le vent, ou l'humidité, voire la chaleur. Tous ces facteurs climatiques sont considérés comme des agressions qui vont affaiblir le corps et entraîner son déséquilibre, la pathologie, etc. Alors, bien sûr, quand on se dit, Laura, si on se dit, mais c'est pas possible, la grippe, elle vient pas du froid ou du vent. Oui, dans la vision occidentale. Mais dans la vision chinoise, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et c'est comme ça qu'on a développé des techniques thérapeutiques qui sont super efficaces, qui sont ultra efficaces. Est-ce que chez nous, on utilise des termes, des terminologies, des mots dans notre monde occidental, chez nous en France, mais évidemment ailleurs, on a finalement un vocabulaire très particulier. Tu as employé un ou deux mots, le mot virus par exemple, le mot bactérie. Est-ce que la médecine chinoise utilise ces mêmes mots-là? Eh bien voilà, ça c'est notre différence, c'est que la médecine chinoise a toute une terminologie qui est spécifique à sa propre culture, à sa propre interprétation du vivant. Pensez que même chez nous, toutes les explications qu'on donne en médecine occidentale n'existaient pas, ne serait-ce qu'il y a 150 ans. Il faut être conscient de ça. C'est une médecine qui est relativement jeune. Il y a 200 ans en arrière, vous ne pouvez pas parler de virus ou de bactéries. Donc, c'est une terminologie qui est récente, qui vient de naître, j'allais dire. Donc, il y a 3000 ans, il y a 2500 ans en arrière, en Chine, bien sûr qu'on n'utilisait pas ces termes de bactéries, de virus, de germes, etc. C'est une autre façon d'essayer quand même d'expliquer les maladies qui sont quand même, on sait très bien que une grippe, c'est provoqué par un virus. Point. Il n'y a rien à dire. OK ? Mais les Chinois
ne connaissant pas les virus il y a 3000 ans en arrière, il a bien fallu quand même qu'ils essaient de comprendre mais comment cette grippe s'est développée, comment dire, elle amène tel ou tel symptôme. Eh bien, dans le système médical chinois, on a des explications précises. Il dit, ben voilà, c'est parce que il intervient, par exemple, le froid qui vient attaquer la surface du corps, qui bloque, qui dérègle donc le poumon, ça apporte, par exemple, de la toux, ça apporte des douleurs musculaires, etc., etc. Par exemple, lorsqu'une infection attaque le corps comme ça, on considère, et c'est la raison de l'image du webinaire, hein, vous savez, sur la présentation du webinaire, il y avait comme une forteresse et des guerriers qui arrivaient à l'abordage. C'est l'idée, c'est que ces facteurs pathogènes, les soldats qui attaquent le château, ils viennent, agresser le corps. Ils commencent souvent par la surface du corps. Ensuite, il peut rentrer par le nez, par la bouche, rentrer plus profondément dans le poumon, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le corps, il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne va pas attendre, de se faire détruire. Il va réagir, il va se défendre. Oui. D'accord? Donc, on a bien compris, Philippe, qu'il y a une interprétation de voir le vivant différente, qu'il y a des terminologies différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence entre la médecine chinoise et la médecine occidentale sur le traitement global, par exemple, de la pathologie? Alors, si tu veux parler des outils thérapeutiques, tous les médicaments qu'on connaît actuellement depuis une centaine d'années, ou vous savez, les antibiotiques, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est relativement récent tout ça. Oui. Tout ça n'existe pas en médecine chinoise. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour se soigner? Plusieurs choses. La première, ce qui est le plus connu chez nous, en Occident, c'est l'acupuncture. Pratiquement tout le monde connaît l'acupuncture. On sait que sur le corps, il y a ce qu'on appelle des méridiens. Sur ces méridiens, il y a comme des interrupteurs qui sont des points d'acupuncture. Et en stimulant, avec une aiguille fine, on arrive à engendrer des impulsions thérapeutiques qui permettent de régler les organes, le cerveau, le système nerveux, etc. D'accord? Donc ça, c'est l'acupuncture. Mais même si c'est ce qu'il y a de plus connu en Occident, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratiqué en Chine. La thérapeutique la plus utilisée, c'est la phytothérapie chinoise. Les plantes chinoises, si vous voulez. Ce n'est pas simplement des plantes, parce que dedans, il y a des minéraux, certaines substances animales, etc. Et globalement, on va dire, 80% sont des plantes. D'accord? Et donc, cette phytothérapie, bien sûr, adossée à un bilan selon la médecine chinoise, permet d'aider à traiter des grippes, des rhumes et toute pathologie, en fait. Je ne dis pas qu'on arrive à traiter toutes les maladies, bien sûr que non. Ce n'est pas une panacée universelle. Il y a aussi des difficultés, des choses sur lesquelles on n'arrive pas à soigner, il n'y a pas de solution, d'accord? En revanche, pour les pathologies qui sont soignables avec la médecine chinoise, les plantes font partie de la thérapeutique la plus connue. Ensuite, il y a la diététique chinoise. La diététique chinoise, c'est aussi... Alors, c'est pas simplement de la nutrition, où pareil, on parle de vitamines ou de minéraux, etc., ou de glucides, de protéines, etc. On va avoir une autre façon, encore une fois, d'interpréter les aliments, et on va utiliser les aliments comme un médicament. Ouais, d'accord. Par exemple, le céleri va vous permettre de diminuer votre tension artérielle. On va revenir tout à l'heure sur les aliments. Et autre thérapeutique utilisée en Chine, c'est le massage, qui serait, si vous voulez, pour donner une image un peu grossière peut-être, c'est un peu la kinésithérapie de chez nous, mais à la chinoise, avec des principes un peu différents. Un autre aussi thérapeutique, qui est un peu moins connu en Occident, mais qui est quand même utile également, c'est une forme d'ostéopathie chinoise, qui d'ailleurs, on le sait, est à l'origine, en tout cas de la chiropraxie américaine. C'est les Américains qui ont développé la chiropraxie. Et en fait, le créateur de la chiropraxie a été en fait influencé par des praticiens de massage chinois et de ce qu'on appelle le Tiangu, on va dire ostéopathie pour simplifier, à la chinoise. Et en fait, il était en contact avec des Chinois dans les Chinatown et il a vu les techniques. Et après, il a fait son propre développement spécifique pour la chiropraxie. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, en tout cas, au niveau médecine chinoise, il y a ça. Après, il y a d'autres éléments que certains ajoutent, comme le Qigong, des choses comme ça, mais
ça, c'est parallèle à la médecine chinoise. C'est normalement pas intégré, contrairement à ce qu'on pense tous en Europe ou en Occident. Ce n'est pas intégré dans la médecine chinoise. C'est un autre domaine qui est plutôt la notion de prévention. Ouais. On dit souvent que la médecine chinoise est une médecine préventive. Est-ce que je peux avoir ton avis là-dessus? Alors, certes, c'est une médecine qu'on peut utiliser à des fins préventives. C'est sûr. Il y a beaucoup de choses à faire, mais véritablement. Ça veut dire sauf quoi? Sauf qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens qui viennent nous voir, ils ne viennent pas pour la prévention. Ouais. Mais ça veut dire quoi, beaucoup de choses à faire? Pardon, je t'interromps là-dessus, mais ça veut dire quoi, beaucoup de choses à faire? Alors, par exemple, c'est savoir exactement ce qu'il faut manger par rapport à sa propre constitution, par rapport à ses propres besoins, par rapport à ses propres déséquilibres, ce qu'on doit manger. Il y a tout un art aussi de, comment dire, apprendre en fait à dormir au bon moment, selon les saisons. Il y a des moments où il faut dormir plus, d'autres moins. On essaie de faire attention également en prévention avec l'acupuncture ou la phytothérapie chinoise ou la diététique chinoise, qui n'est pas simplement des conseils de nutrition, mais aussi utiliser certains aliments pour soigner, en fonction, si vous voulez, du déséquilibre du patient. Parce qu'en fait, ça aussi, une chose qui est quand même très, très importante que j'aurais pu dire tout à l'heure, un des paradigmes de la médecine chinoise, c'est qu'il n'existe pas de traitement standard. Il n'existe que des traitements individualisés. C'est que si on soigne l'aura, on soigne l'aura. Alors qu'il y a une pathologie particulière, un symptôme, une souffrance, ok, bien sûr, mais c'est une personne, c'est une femme avec un certain âge, une certaine énergie. De traitement global, en fait, pour une seule pathologie. Disons que je dirais qu'il n'y a pas de traitement standard. Par contre, il y a un traitement global, parce qu'on essaye de voir, en fait, notre manière de travailler, c'est de voir un petit peu globalement comment fonctionne l'organisme, là où il y a des déséquilibres, et de remettre de l'équilibre. La médecine chinoise, c'est une médecine d'équilibrage. Ce n'est pas une médecine de nettoyage, comme dans la naturopathie, où on est obsédé de nettoyer le foie, il faut nettoyer le foie, le sang. Il n'y a pas ça en médecine chinoise. Ce n'est pas comme les médecines grecques, ou la médecine ayurvédique, ou la médecine tibétaine, qui, elles, sont des médecines qui nettoient des humeurs. Pour être en bonne santé, on doit, comment dire, se purifier. La médecine chinoise, c'est un autre paradigme. Vous voyez qu'il y a plusieurs interprétations du vivant, parce que la médecine tibétaine est aussi géniale que la médecine chinoise. La médecine ayurvédique est aussi géniale que la médecine chinoise. Il n'y en a pas une qui est mieux, moi, je dirais. En revanche, chacun a sa manière de voir l'humain. Et en Chine, il y a un élément qui est très important, c'est la notion d'harmonie. Pourquoi d'harmonie? Parce que une des théories qui a construit la civilisation chinoise, pas que la médecine chinoise, mais la civilisation chinoise, c'est cette notion de yin-yang. D'accord? Et qu'on est en perpétuel échange et transformation dynamique afin de garder toujours une forme d'équilibre. C'est un peu comme quand vous marchez. La marche, c'est un déséquilibre permanent qui revient qui essaye de retrouver un équilibre. Et c'est grâce à ce équilibre, déséquilibre, qu'on arrive en fait à avoir une forme de, comment dire, d'harmonie et qu'on puisse marcher normalement. Donc, c'est très important dans la civilisation chinoise, la notion d'harmonie. Donc, on soigne nos patients pour les ramener à leur propre harmonie. Vous voyez l'idée? C'est super clair. J'ai juste envie de te poser cette question qui me vient évidemment naturellement. C'est comment sait-on qu'on est en harmonie? Ben, ça c'est un métier. C'est mon métier, c'est le métier des praticiens de médecine chinoise. C'est que c'est très simple. Lorsqu'on reçoit un patient, on va faire un examen. Il y a différentes parties dans l'examen qui permet de détecter où sont les déséquilibres. Tiens, c'est le foie, tiens, c'est l'estomac, tiens, c'est les reins, c'est tel méridien, etc., etc. Donc, en fait, il y a toute une batterie d'outils. Il y a des outils en médecine chinoise pour apprendre à faire un bilan. Donc, et ça, c'est un vrai métier, ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est pas de l'ordre de l'automédication. Je ne peux pas vous donner là les trucs pour savoir si votre foie est droit ou si la rate se dilate. Ça, je ne peux pas ce soir. Ça, c'est un métier, ça s'apprend sur une longue période. Enfin, une longue période, tout est relatif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de vrais outils pour savoir s'il y a trop de chaleur en vous, trop de froid ou trop de déséquilibre de ceci. Voilà. Et après, nous, les praticiens, qu'est-ce qu'on doit faire? En fonction des déséquilibres qu'on a observés,
c'est utiliser ou l'acupuncture, ou la diététique chinoise, ou le massage chinois, ou la phytothérapie chinoise pour tenter de remettre l'équilibre perdu. C'est ça la cohérence, parce que quand on a préparé ce webinaire, tu me parlais souvent de cohérence en fait dans cette médecine-là. Est-ce que c'est cette notion d'harmonie, cette notion d'équilibre, de déséquilibre? Ça c'est très très bien d'avoir remis ça sur le sujet. Enfin, en tout cas, voilà. Parfois, lorsqu'on parle de médecine chinoise, on trouve ça un peu bizarre. Ils nous parlent de maladies de chaleur, de froid, d'humidité. Mais c'est quoi ce truc bizarre? Ils sont fous, quoi. Ils savent pas qu'il y a des analyses de sang, des analyses d'urine, des analyses de je sais pas trop quoi, des IRM, pour savoir qu'on a telle infection, telle. Oui, mais la médecine chinoise a été créée il y a 3000 ans où tout ça n'existait pas. Et rappelez-vous, il y a 150 ans, tout ça n'existait pas chez nous non plus. Un système cohérent pour comprendre l'humain, pour comprendre les pathologies et tenter, quand c'est possible, de trouver une solution. Et ce système-là, il est ultra cohérent. Alors, bien sûr, moi, je suis praticien en médecine chinoise, donc je peux dire que ça. Sauf que j'ai formé une multitude de médecins de médecine occidentale. Beaucoup m'ont dit, écoute, Philippe, il y a beaucoup plus de cohérence dans les théories de la médecine chinoise que dans notre médecine à nous. Mais souvent, on m'a dit ça, souvent. Tu parlais aussi de la vitalité du peuple chinois. Ça, c'est une des grandes spécificités. Est-ce que ça peut être aussi une des raisons de leur médecine? Une des causes de leur médecine? Moi, comment expliquer? Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ils ont une médecine qui est ils utilisent la médecine occidentale, la médecine chinoise. Ils sont à la pointe de la médecine occidentale. C'est pas le peuple d'il y a 20 ans ou il y a 30 ans en arrière. Ils ont rattrapé vraiment tout le retard qu'ils avaient au niveau de la médecine occidentale. Je peux vous dire que les hôpitaux les plus pointus en Chine sont aussi bien, voire meilleurs qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. Je peux vous le garantir. C'est phénoménal ce qu'ils ont rattrapé. Pour ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir pourquoi ils se portent aussi bien. En revanche, moi, j'ai connu la Chine quand j'étais étudiant, dans les débuts des années 90. Enfin, je peux vous dire une chose, c'est que on vivait dans des villes hyper polluées parce que tout était cuit ou chauffé au charbon. Puis c'était le début de l'explosion, si vous voulez, du développement industriel, on va dire, de la Chine à l'époque. Et bien, malgré ça, malgré le fait que la médecine n'était pas forcément totalement à la hauteur, parce que mais c'était il n'y a pas si longtemps, ils étaient vraiment dans la misère noire. Donc, je veux dire que dans les années 90, ce n'était pas ça, mais c'était pas très développé, si vous voulez. Donc, on ne pouvait pas expliquer la bonne vitalité des Chinois à cette époque-là par la médecine occidentale. Moi, je l'ai interprété de deux manières, de ce que j'ai vu. Tout le monde faisait du vélo, personne n'avait une voiture. Et deuxième chose, même les Chinois les plus simples ou ceux qui font de l'élite ou ce que vous voulez, ils ont une manière de manger qui est beaucoup plus saine que la nôtre. Alors certains font plein de bêtises, mangent n'importe quoi, bien sûr. Et aujourd'hui, avec la modernité qui est rentrée dans la Chine, c'est pire. Mais je peux vous dire que dans les années 90, je sais pas, plein de légumes de très haute qualité nutritionnelle, il y a très peu de viande, enfin on en reparlera peut-être un peu dans la nutrition tout à l'heure, mais pour dire qu'il y avait ça. Et le troisième élément, c'est qu'ils étaient beaucoup soignés par la médecine chinoise. Il y avait la médecine chinoise, ils faisaient de l'activité physique et ils mangeaient bien. Moi, c'est ce que j'ai observé. La base. Dans les années 90, vous ne voyez pas d'obèses dans la rue. J'ai dû en voir une ou deux fois à l'hôpital quand j'étais interne, une ou deux fois. Sur des mois et des mois et des mois de pratique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je pense que la médecine chinoise, bien pratiquée avec intelligence, en mettant de la prévention ou traiter quand il y a besoin de traiter, participe à la vitalité du peuple chinois. Je suis sûr de ça. Alors, j'aimerais qu'on arrive à l'angle même de ce webinaire qui est comment est-ce que cette médecine chinoise conçoit le système immunitaire. Peut-être un petit mot sur le système immunitaire déjà, pour qu'on ait bien les bases, et puis ensuite donner évidemment des explications sur le comment. Alors déjà, ce qu'on pourrait dire, c'est que la notion de système immunitaire en tant que tel
n'existent pas directement de la même manière. D'accord ? En tout cas, la manière d'interpréter les défenses sont différentes. Si vous avez compris, le début d'explication que j'ai donné tout à l'heure, c'est le corps peut être agressé par des facteurs pathogènes climatiques. Oui. Ça amène des déséquilibres, d'accord ? Et il y a une réponse immunitaire. C'est quoi la réponse immunitaire dans la vision chinoise ? C'est une énergie particulière qu'on appelle l'énergie défensive. On dit qi défensif ou qi, d'accord ? Le qi défensif est là pour justement éliminer ces facteurs pathogènes. Et une fois que c'est évacué, les symptômes disparaissent et vous revenez dans l'équilibre. En tout cas, cette image, cette réalité, cette explication est surtout correcte pour toutes les infections, d'accord, virales, bactériennes, etc. Éventuellement des parasites, éventuellement des mycoses, etc., etc. En tout cas, ce qui se passe, c'est que le corps va se défendre par cette énergie défensive pour expulser hors du corps ces facteurs pathogènes qui agressent le corps. C'est pour ça qu'on a beaucoup l'image. Pensez une chose, c'est qu'il y a 3000 ans, il y a 2500 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans encore en Chine, quand on expliquait les choses, on utilisait beaucoup les allégories. On utilisait beaucoup les images, les symboles. Et il y avait l'idée que le corps humain, c'est comme une cité impériale, mais aussi avec des remparts pour la défendre. Et par rapport à ces remparts, il y a des soldats qui défendent le château fort, si vous voulez. Mais ça veut dire qu'il y a toujours cette notion de combat ? Oui, en tout cas, lorsqu'il y a une agression que nous, on dirait qu'elle est virale ou bactérienne, il y a le fait qu'il y a un combat. C'est réellement ça, c'est le combat. Et souvent, la fièvre vient du combat entre cette énergie malsaine extérieure qui vient attaquer le corps et cette énergie défensive qui vient défendre. Donc, il y a vraiment une lutte entre l'énergie défensive et l'énergie pathogène. Alors, comment une personne, parce que c'est intéressant ça, alors bien sûr qu'il y a beaucoup de praticiens là, qui nous écoutent, mais il y a aussi des personnes qui connaissent pas grand-chose à la médecine chinoise. Et moi, mon job, mon rôle, c'est aussi de poser les questions qui sont peut-être plus simples, plus basiques pour qu'on comprenne bien ton univers et que tu nous fasses rentrer justement dans ton monde. Une personne qui a justement cette énergie malsaine qui viendrait, une grippe, une infection, peu importe. Quel serait son premier geste, en fait, sa première action à faire? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question, Laura, je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Parce que, en fonction d'où va se localiser, je dirais, le facteur pathogène et sa nature même, on va être obligé d'utiliser des principes thérapeutiques, des stratégies thérapeutiques différentes. Par exemple, si tu vas faire des vacances à un endroit où il fait très chaud, humide, vraiment très chaud, humide, je sais pas, sous les tropiques, etc. Et que tu vas avoir une gastro-entérite suite à ce moment-là. Tu arrives au bout de 2-3 jours, gastro-entérite. Cette notion-là, en médecine chinoise, on dirait, c'est l'humidité et la chaleur ensemble qui se combinent, qui va pénétrer dans le corps, aller notamment au niveau du gros intestin et créer cette diarrhée. Alors là, la thérapeutique est complètement différente que si le pathogène, c'est du froid qui vient se bloquer dans vos muscles. Dans le syndrome grippal, vous savez, lorsque vous avez des douleurs dans les muscles, dans la vision chinoise, c'est le froid qui vient s'incruster dans les muscles, d'accord, et bien sûr, cette fameuse énergie défensive va essayer de l'évacuer. Mais que ça soit dans les intestins, que c'est de l'humidité et chaleur, ou sur la peau, ou dans les muscles plutôt, que ce soit du froid, c'est deux situations complètement différentes. Pourtant, dans les deux cas, on peut avoir de la fièvre, des frissons. On n'est pas bien. Mais donc, du coup, on va être obligé d'adapter le traitement à la situation pathologique. Et en plus, on l'individualise. Parce que, en ce moment, en ce moment, on a le Covid. Regardez autour de vous, vous avez plein de gens qui ont eu le Covid, mais ils n'ont pas tous eu exactement les mêmes symptômes. Il y en a qui ont eu des troubles digestifs, d'autres rien du tout. D'autres, c'est uniquement comme un syndrome grippal. Oui. D'autres, c'était des céphalées incroyablement douloureuses, d'autres des troubles au niveau des yeux. Enfin, il y a des choses complètement différentes. Pourquoi? Parce que le facteur pathogène, il n'attaque pas comme ça au hasard. Il vient attaquer une personne. Cette personne va avoir
une faiblesse, elle va avoir ses faiblesses, ses déséquilibres, déjà qui sont préalables. Et ça va faire que vous allez faire peut-être plus de manifestations dans la tête, d'autres plus digestives, d'autres plus respiratoires. Et c'est pour ça que le praticien de médecine chinoise est obligé de prendre compte de tous ces éléments-là pour adapter le traitement. Oui. Alors, revenons sur le qi défensif. Tu as parlé tout à l'heure du qi défensif. Comment se produit et comment est produit ce qi défensif? Ah, important. Le qi défensif provient, pardonnez-moi, j'ai avalé de travers, c'est bon, c'est fini. Donc, je disais, le qi défensif, on a intérêt à en avoir du qi défensif, surtout en ce moment. Ben oui. Alors, comment faire? Dans la vision chinoise, on considère qu'il y a deux origines. D'accord? La première, c'est celle qui est issue, excusez-moi, je vais y arriver. Vas-y, prends le temps qu'il te faut. Prends le temps qu'il te faut. C'est un facteur pathogène. On va voir comment le corps réagit, c'est très intéressant. En fait, c'est surtout de la salive qui est rentrée dans le mauvais côté. Donc, je disais, donc deux origines. La première origine, c'est, en fait, alors d'abord, pour bien comprendre ce que je vais dire, vous devez comprendre, c'est que la vision des organes de la médecine chinoise n'a strictement rien à voir avec la vision des organes qui ont le même nom dans notre médecine occidentale. C'est hyper intéressant, ça. Est-ce que tu peux préciser ça? Si vous voulez, quand on parle de rein, je vais vous parler de rein, c'est un ensemble de fonctions. Ce n'est pas les deux organes qu'on a à peu près au centre du corps qui font comme deux haricots. Non, ce n'est pas ça. C'est un ensemble de fonctions. Lorsqu'on parle de la rate, c'est un autre, ensemble de fonctions. Le cœur, c'est un autre ensemble de fonctions qui ne sont pas toujours ou rarement même en rapport avec les fonctions qu'on attribue nous au cœur, à la rate, au rein, au poumon, au foie, ce que vous voulez. Donc, pour la production du qi défensif, il y a d'abord le rein, ce qu'on appelle le rein, nous, en médecine chinoise, qui a un feu physiologique particulier qui vient transformer certaines substances qui sont au niveau de la vessie, d'accord? Et cette transformation va, si vous voulez, c'est une transformation en fait de substances en qi défensif. D'accord? Donc, c'est les reins avec son feu physiologique qui va transformer une substance particulière qui est dans la vessie, qui va, produire ce qi défensif. Et ensuite, le qi défensif va être diffusé au niveau du méridien de la vessie, qui part bien sûr de la vessie, de l'organe vessie, mais qui remonte aussi, au niveau des fessiers, des lombes, du dos, pour arriver jusqu'à la tête, et il va garnir l'énergie défensive de toute cette partie-là du corps. Et ça, c'est important parce que lorsqu'on est attaqué par le froid, l'humidité, le vent, etc., lorsqu'on a un syndrome grippal ou autre, en général, les attaques se font sur la tête, la nuque, le dos, les lombes en priorité. Donc, c'est important que cette zone-là soit remplie de qi défensif. Ça, c'est la première origine. La deuxième origine, qui est celle qui domine, qui est la plus importante, la plus fondamentale, parce que si l'origine rénale existe aussi, elle est secondaire. L'autre origine, c'est simplement au moment où on transforme, on digère, on fait la digestion de nos aliments, une partie, on dit, de la quintessence des aliments, d'accord, va être utilisée pour produire du sang, d'accord. Bien sûr, les liquides vont favoriser la régénération des liquides physiologiques. Mais il y a aussi une production d'énergie particulière. Dans les énergies qui proviennent directement de la digestion de nos aliments, c'est l'énergie défensive. Ce n'est pas la seule, mais en tout cas, elle provient de notre alimentation. Alors ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que tout le monde mange. Oui, tout le monde a la main là-dessus, surtout. Exactement. On peut être responsable de ce qu'on va mettre à l'intérieur de soi. C'est exactement ça, Laura. C'est que pour l'origine rénale, c'est un peu plus compliqué. Il y a des petites choses à faire, mais c'est plus compliqué. Mais pour l'origine, on va dire alimentaire, en guillemets, alors là, on a moyen d'avoir, en fait, une prévention. Si vous tombez malade ce soir,
C'est pas dire tiens, je vais manger bio ce soir, ça va changer le problème. Hein. Parce qu'en fait, la production de cette énergie défensive se fait progressivement, lentement. On reconstitue un peu nos réserves au fur et à mesure de nos repas. Hein. Et quand l'énergie, elle lutte, sans qu'on le sache, elle lutte pratiquement en permanence, cette énergie défensive, il faut le savoir. Donc, on doit la reconstituer en permanence. Donc, notre alimentation est fondamentale pour avoir de bonnes défenses alimentaires. Alors, immunitaire. Oui, immunitaire. Juste, heureusement que vous êtes là. Évidemment, sur les aliments, on va prendre 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, peu importe. Et je voudrais vraiment que tu nous expliques justement comment on va pouvoir agir là-dessus. Est-ce que tu as envie juste de nous préciser autre chose sur comment justement favoriser notre système immunitaire, à part par l'alimentation? Peut-être faire un petit topo là-dessus. Et juste avant que tu répondes, comme ça te permet aussi de reprendre ta respiration et puis de reprendre un petit verre d'eau. Bien sûr qu'il y aura un replay pour les personnes qui demandent dans le chat. Évidemment que nous allons prendre quelques questions tout à l'heure à la fin du chat. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag question juste avant. Comme ça, moi, ça me permet, quand vous êtes quand même, il y a 9000 inscrits, vous imaginez bien qu'il va falloir que je scanne à peu près toutes les questions. Ce qui, en même temps qu'écouter Philippe, ça serait bien. Si vous pouviez mettre un petit hashtag, ça me permettrait directement d'avoir mon œil qui irait sur le chat comme ça. Donc oui, je te demandais si tu peux, comment est-ce qu'on booste nos défenses immunitaires, et après, je veux bien qu'on prenne l'alimentation et vraiment qu'on dissèque comment on va pouvoir faire pour les jours à venir. Oui, tout à fait. Écoute, alors, l'alimentation, c'est ce qui est à notre portée, ce sera plus facile, c'est facile. Oui. Les autres moyens qu'on a pour renforcer nos défenses, on est un peu obligé de passer par un praticien de médecine chinoise. J'explique. Quand vous avez compris que quelle que soit la situation, il faut d'abord faire un bilan personnalisé et trouver vos déséquilibres, vos forces, etc., pour ensuite adapter le traitement, l'individualiser, c'est comprendre qu'il n'y a pas de solution unique. Il y a par contre la solution pour vous. Alors, il y a quand même des grandes tendances, mais il faut individualiser. Et pour ça, on peut faire de l'acupuncture. L'acupuncture pour... pareil, toujours pareil. Peut-être que chez vous, ce qu'il faut favoriser, c'est plutôt une meilleure circulation de l'énergie dans le corps. Pour d'autres, ça peut-être il manque de l'énergie, donc il faut la renforcer. Pour d'autres, ça peut être qu'il y a trop de chaleur, que cette chaleur va empêcher le chi défensif de fonctionner correctement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, encore une fois, individualiser. Donc, en acupuncture, vous pouvez faire ça. Une autre aussi, un moyen thérapeutique très intéressant, c'est la moxibustion. Alors, c'est quoi la moxibustion? Je vous l'explique. En fait, c'est l'utilisation d'une variété d'armoises. C'est pas l'armoise qu'on utilise pour traiter les fièvres, etc., ou le paludisme. C'est une autre variété d'armoises, et on utilise les poils des feuilles, et ça forme, si vous voulez, comme une espèce de laine ou de coton, d'accord, d'armoise. Et avec ça, on fait on utilise des petites quantités de cette substance pour chauffer certaines zones du corps ou certains points d'acupuncture. Et là encore, ça va redonner, du peps à tel ou tel organe, à telle énergie, etc., en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est vraiment royal également. Ce qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr la phytothérapie. Alors la phytothérapie, encore plus, je dirais que pour l'acupuncture ou la moxibustion, il faut vraiment faire un bilan très précis pour donner exactement le remède qui va renforcer, donner une forte vitalité, à la personne pour qu'elle se défende, pour qu'elle soit au top, etc. Ouais. On va s'arrêter maintenant sur l'outil justement sur lequel on peut avoir l'outil, enfin en tout cas la composante sur laquelle on peut avoir la possibilité d'agir, sur laquelle on peut avoir la main finalement, l'alimentation performante. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, cette alimentation? Ah oui, alors ça c'est bien trouvé. Je vais le garder pour moi, pour plus tard si tu veux bien. C'est exactement ça. Alors ce que je vous propose, c'est de développer, on va dire justement les quelques grandes règles qui sont bien pour tout le monde. Tout le monde peut les mettre en place, ça sera utile. D'accord? Donc ça, c'est, je dirais, là par contre, on est plutôt dans l'universel, on va dire. OK? Et en effet, ça favorise une alimentation performante pour nous permettre d'avoir une meilleure santé. Ça, c'est sûr. Ouais. Et ça, c'est la base, hein, on est d'accord? En tout cas, on commence par ça.
Si on dit Exactement. on commence par ça. Okay. Parce que si vous voulez, pour finir en 10 secondes, c'est en diététique chinoise, il y a deux aspects. Il y a la diététique préventive, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, oui. Et il y a la diététique curative, c'est l'utilisation d'aliments à visée thérapeutique. Donc là, on n'est pas là-dedans, c'est là encore, il faut faire un diagnostic, un bilan, machin. Là, on va voir les choses qui sont universelles, que tout le monde a intérêt à mettre en place dans son quotidien pour favoriser sa vitalité et ses défenses. On commence par la modération? Oui. Alors, l'idée, c'est la suivante. C'est que les Chinois avaient déjà, depuis longtemps, observé que les gens qui mangeaient toujours trop, en quantité, avaient plus de maladies, vivaient moins longtemps. Et petit à petit, à force d'observation, ils se sont aperçus qu'en fait, l'idéal, c'est de ne pas manger, de pas manger à 100% de sa faim. Alors, il y a un petit dicton qui dit garder 2 plats, on va dire que l'estomac, on mange un petit peu moins que sa faim, c'est toujours favorable pour la santé. On commence à expliquer, à comprendre que ça favorise des formes de mini-stress qui obligent le corps. Bon, bref, il y a des explications scientifiques, mais peu importe. Ce qu'on sait, c'est que être modéré au niveau de son alimentation, des quantités, je parle, c'est toujours favorable. Donc déjà, on se sert moins. Oui. Il y a une autre chose par rapport à cette modération, si tu veux, Laura, c'est que il faut laisser de la place à l'estomac pour broyer, digérer. Parce que l'objectif de la digestion, c'est quoi? C'est de transformer tous les aliments solides et liquides qu'on absorbe en une espèce de soupe digestive tiède. Et c'est sur cette soupe digestive tiède qu'on prend tous les nutriments. Et c'est ça qui va nous permettre de produire des bonnes énergies, un meilleur sang, des bons liquides physiologiques, etc. Donc, en fait, on a intérêt, enfin, en tout cas, la diététique chinoise sans arrêt dit faites attention à votre digestion. Il faut tout faire pour que la digestion se passe le mieux possible. Et un des facteurs, c'est de ne pas être toujours trop plein d'aliments parce que la digestion se fera toujours moins bien. Et donc, vous allez produire moins d'énergie, de sang, de bonnes choses. Ça, c'est pour la modération. Autre point, la lenteur et la mastication. Alors, j'explique, c'est très simple. Encore une fois, en diététique chinoise, on prête attention à la qualité de la digestion, car on sait de cette qualité de digestion, on va pouvoir tirer un maximum de nutriments qui vont nous permettre d'avoir une meilleure énergie défensive, de l'énergie en général, d'accord, une meilleure vitalité. Donc, plus vous mastiquez, plus vous mangez lentement, plus ce qui va arriver dans l'estomac sera facile à digérer. En d'autres termes, plus vous mastiquez tranquillement, plus vous allez faciliter la digestion et l'assimilation. Si vous mangez trop vite, vous avalez la moitié de vos aliments, eh bien ça va demander plus de travail au système digestif et très souvent avec une moins bonne qualité de digestion, donc une moins bonne assimilation, etc., etc. Donc c'est super important. Donc ça veut dire qu'au moment où on mange, c'est tranquille, relax. Voilà. Et ça permet une meilleure digestion, donc une meilleure production d'énergie défensive. Alors parfois, certaines personnes ont faim, ont des petites faims, et ont ce besoin de grignoter. Tu as envie de leur dire quoi? Alors, pour le problème, c'est le grignotage d'abord. Le grignotage, le problème, c'est que vous êtes en digestion permanente. Il y a beaucoup de gens qui grignotent non pas parce qu'ils ont faim, mais parce que, voilà, ça, pour remplir un manque, ou parce qu'ils s'ennuient, ou parce que c'est la pause, bon bref. Et ce qui se passe dans le grignotage, c'est que votre système digestif va être en surchauffe. C'est-à-dire qu'il est en travail permanent. Il faut aussi laisser un temps de repos. Si vous mangez trop souvent, vous allez produire ce qu'on appelle dans la médecine chinoise des stagnations d'aliments, où vous allez affaiblir les organes de la digestion. Oui. Et ben, qu'est-ce qui va se passer au final? Vous l'avez compris. Moins bonne digestion, moins bonne assimilation, moins bonne production de vitalité. Et avoir faim, l'idée c'est ça, c'est vaut mieux attendre d'avoir faim pour manger. Alors attention, je parle quand la faim est là. Vous avez des personnes dont la pathologie c'est d'avoir jamais faim. Alors là c'est autre chose. Là, il faut se forcer quand même à manger. Mais pour les personnes qui ont
un signal de faim normal, eh bien à ce moment-là, il faut attendre d'avoir faim. On considère que normalement, avant de reprendre un repas, il faut attendre 4-5 heures. L'idéal, ce serait d'attendre 4-5 heures. C'est 3 heures pour faire une bonne digestion et puis laisser un peu le système digestif un peu au repos, en tranquille. D'accord ? Et après, le fait de manger lorsqu'on a faim, vous allez avoir tout le système digestif qui est là, qui est prêt, qui a envie de manger. Et ça permet aussi une meilleure digestion. On parle souvent de régularité, Philippe. Évidemment, tu nous conseilles ça, d'être régulier dans les repas. L'idée, c'est la suivante. Dans la vision chinoise, on considère que le pilier de la digestion, alors je sais que ça va faire bizarre aux gens qui ne connaissent pas la médecine chinoise, mais simplement comprenez que c'est une autre vision des organes. En médecine chinoise, le pilier de la digestion, c'est ce qu'on appelle la rate. D'accord ? La rate, elle a certaines caractéristiques. Ce qu'elle aime, la rate, c'est notamment la régularité. Donc, si vous envoyez vos aliments dans l'estomac à des heures fixes, alors on n'est pas à 10 minutes près, bien entendu, eh bien, le corps est prêt pour recevoir les aliments au moment habituel. Donc, il est prêt. Alors que si vous mangez d'une manière très irrégulière, un coup c'est midi, un coup c'est 13h, un jour c'est 14h, après c'est 12h30, ça, le corps, il va digérer quand même, mais il sera moins prêt. L'idée, c'est que la rate, si vous aidez la rate à mieux faire son travail si vous mangez à des heures fixes. Oui. Alors attention, ça ne veut pas dire que de temps en temps, si vous allez voir des amis, vous n'allez pas manger à la même heure habituelle. Mais ça, c'est pas grave. Pareil, tout à l'heure, quand je dirais la modération, c'est dans votre quotidien. Si vous allez faire la fête, l'anniversaire de votre tante, ne cherchez pas la modération. C'est dans le quotidien qu'il faut mettre en place ces règles-là. Ce n'est pas en permanence rentrer dans un monastère et se fouetter si jamais on a mangé une cacahuète en trop. Ce n'est pas ça, d'accord ? Pas manger trop tard le soir, bien évidemment, c'est une évidence, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler, je pense. Oui, je crois que c'est aussi quelque chose qui est assez connu chez nous, grâce, je pense, surtout à la médecine ayurvédique. C'est qu'en fait, normalement, c'est pas manger trop tard dans l'idée que si on se couche tout de suite ou en fait encore avec un système digestif qui est en train de digérer alors qu'on va se coucher, la digestion va se ralentir, se fait moins bien, ça va faire des stagnations, l'énergie va stagner, les aliments vont stagner, on va moins profiter des nutriments de ce repas. Ouais. Donc l'idéal, c'est pas tant qu'il ne faut pas manger tard, c'est qu'il faudrait aller dormir avec la digestion quasiment terminée. Alors c'est évident que si vous mangez à 21h, 22h le soir, ça va être compliqué, quoi. Donc il faut manger plus tôt. On favorise, on va avancer un peu parce que je vois que l'heure tourne, mais on favorise une alimentation légère et frugale, bien sûr, avec une conscience. Alors l'idée, c'est la suivante, c'est que on considère là encore que dans la diététique chinoise, quand vous mangez des saveurs qui sont trop fortes, trop pimentées, trop sucrées, éventuellement trop grasses, des aliments comme ça, eux, ils ont observé que l'excès de ce type d'aliments amenait de toute façon vers plutôt d'avoir plus de maladies et avoir une moins grande longévité. Donc, ils se sont aperçus que, en revanche, les gens qui avaient une alimentation qu'ils appellent Qingdan en chinois, c'est-à-dire c'est frugale et légère, ça permet, si vous voulez, d'abord que l'alimentation soit plus digeste. Alors, c'est un concept compliqué parce que là, il faudrait rentrer, dans une notion des 5 saveurs, parce qu'on fait attention aux 5 saveurs aussi en diététique chinoise. Mais disons, pour faire simple, moins vous mangez d'aliments qui ont des saveurs fortes, très sucrées, très pimentées ou très piquantes, etc., qui sont non piquantes, qui va donner du goût, que ça soit agréable, d'accord, sans forcément que ça soit excessif en piquant ou en trop salé ou en trop sucré, etc. D'accord ? Un mot peut-être sur les humeurs et les émotions. J'ai vu que l'idée, c'est la suivante, on considère que si vous mangez sur le coup des émotions, par exemple, vous êtes en colère, vous êtes triste, la digestion va mal se faire. Pourquoi ? Parce que les émotions ont un impact direct sur la circulation d'énergie dans le corps. Or, la digestion, c'est beaucoup de mouvements, de transformation, c'est de la circulation. Il y a différents types de qi qui sont là pour transformer des aliments solides en une espèce de soupe liquide tiède, donc soupe digestive tiède. Donc, quand vous avez des émotions, ça bloque
les phénomènes de circulation d'énergie dans le système digestif et ça va entraver la digestion. Donc, on gère ses émotions et on mange après, c'est ça? L'idéal, c'est que oui, si vous êtes vraiment un coup dur, Oui. il vaut mieux attendre que l'émotion parte ou sauter un repas s'il faut. Oui. Un mot peut-être sur le massage? Alors, l'idée, c'est qu'il y a un truc très simple à faire. C'est à la fin du repas, tout simplement avec des mains plutôt chaudes, vous pouvez vous masser en fait l'abdomen. Juste après le repas? Oui, juste après le repas. Il ne s'agit pas de secouer, d'accord? Mais si vous avez fait attention à la modération, à la mastication, à la lenteur, etc., tout ce qu'on a vu au départ, de faire ces mouvements vont aider justement à apporter une espèce de malaxage qui va aider le système digestif à mieux fonctionner. Comprenez que la digestion, c'est une transformation, c'est du mouvement. Le massage, donc c'est un massage, c'est tout simple, c'est que la paume de la main, plutôt chaude. Oui. Vous pouvez le faire sur le vêtement ou sur la peau, mais le vêtement, c'est très bien. C'est en fait masser, tout simplement de manière circulaire, tout l'abdomen. Il faut quand même un petit peu appuyer, il ne faut pas que ça soit simplement de l'effleurage, hein. C'est pas ça. Hein. Il faut vraiment appuyer et masser. Vous faites une trentaine d'un sens, une trentaine de l'autre, de préférence en finissant sur le sens, dans le sens de l'aiguille d'une montre, d'accord? Et voilà, ça peut être une chose toute simple, mais qui va favoriser les mouvements de transformation de la digestion. Souvent, on nous dit qu'il faut aller marcher après un repas. Que penses-tu de ça? Alors, dans le monde chinois, on dit que si on marche 99 pas après les repas, on vivra jusqu'à 100 ans. Oh, wow! L'idée, c'est que... Alors, je n'ai pas dit il faut courir, il faut faire marcher. D'accord? C'est une marche tranquille, pas forcément longue. On parle de 99 pas, donc on voit, ce n'est pas très très long, mais un petit peu. Et encore une fois, c'est pourquoi? Parce que la digestion, c'est le mouvement. Si vous favorisez le mouvement en faisant une marche, vous allez avoir une espèce de massage subtil des organes de la digestion et ça va aider à mieux digérer. La notion de plaisir, bien sûr, est essentielle. Alors ça, c'est ultra important en diététique chinoise, c'est qu'on fait attention aux couleurs, aux odeurs, d'accord, à la notion de saveur. C'est-à-dire que manger sain, c'est pas manger forcément triste. Tout à l'heure, j'ai dit attention à ne pas manger des saveurs excessives, mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit tout triste, d'accord? Donc, la cuisine chinoise, à mon sens, est sans doute au moins aussi remarquable que la cuisine française, et elle a beaucoup développé cette notion d'apparence, de couleur, d'odeur, de mélange. Bon, moi, j'ai vécu pas mal de temps en Chine et on ne fait jamais le tour de la cuisine chinoise. Et pour eux, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on considère que lorsque l'on mange avec envie, eh bien, ça stimule en fait le fonctionnement des organes. Alors que vous arrivez, vous n'aimez pas ce qu'il y a dans le plat, ça a l'air tout tristounette, bon, ben ça va moins bien se passer. Alors que si l'apparence, l'odeur, les couleurs sont agréables, on considère que ça va stimuler, le système digestif. Mais non, mais en fait, à chaque repas, on doit avoir presque cette liste, en fait, parce que tu nous donnes... Ça serait l'idéal. Ben oui. C'est de mettre ça dans son hygiène de vie. Et puis, il n'y a rien de très compliqué. C'est pas non plus... il ne s'agit pas de faire des méditations de 10 heures par jour pour arriver à bien digérer, quoi. D'accord? Non, mais c'est une prise de conscience. Voilà. De prendre ça aussi, c'est un autre point. Aussi. Oui, ça, c'est un autre point. C'est l'idéal. C'est encore une fois dans votre quotidien. Je ne parle pas quand vous êtes avec des amis en train de faire la fête, mais dans votre quotidien, l'idéal, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait, sur ce qu'on mange, les saveurs, d'accord, sentir les odeurs, les goûts, d'accord, prendre le plaisir tranquillement, être conscient de ce qu'on fait. Et ça aussi, on dit que c'est un facteur vraiment qui permet d'avoir une meilleure digestion. D'accord, la conscience, être conscient, être là, pendant qu'on mange. Ouais. On va bientôt passer aux questions. Merci en tout cas, parce que là c'est très pratique, ça nous donne vraiment des choses très concrètes pour qu'on puisse finalement dans notre quotidien commencer à appliquer ça. Une petite seconde, Laura, si tu veux bien, je veux finir là-dessus. Encore un dernier petit cadeau. Oui, vas-y. L'assiette idéale, je parle des repas principaux, d'accord, repas de midi, du soir, c'est une céréale, beaucoup de légumes et un peu
de poisson ou un peu d'œuf ou un petit peu de viande. C'est ce qu'on appelle le végétarisme à la chinoise. Oui, c'est-à-dire que la diététique chinoise n'exclut pas les protéines animales. En revanche, ils les mettent vraiment en quantité relativement faible. D'accord. Encore une fois, je ne parle pas des repas de fête où on va avoir l'exubérance. Je parle vraiment dans le quotidien. Et la protéine animale va être plus une décoration, j'allais dire, un petit plus que vraiment le plat principal. Par contre, beaucoup de légumes, beaucoup de légumes, des légumes cuits. D'accord, ça c'est important. Plutôt des légumes cuits, d'accord, qui sont plus faciles à digérer. Donc, avec une meilleure assimilation. Donc ça, c'est le végétarisme à la chinoise. Pardon. Ouais, merci pour cette explication. Alors, je vois que merci à toutes les personnes qui mettent un petit hashtag question. Merci beaucoup. Je vais prendre vos questions. Je voudrais juste qu'on s'arrête quand même quelques instants sur les 2 formations en ligne que tu proposes ce soir en médecine chinoise. Ces 2 formations véritablement d'une qualité exceptionnelle. Ce sont des formations qui sont destinées finalement à qui? Alors, ces formations sont surtout destinées aux personnes qui veulent vraiment comprendre la médecine chinoise, vraiment l'approfondir. Soit pour soi, soit pour devenir praticien, pourquoi pas, ou pour mieux comprendre son propre fonctionnement. Et c'est vraiment un enseignement qui est approfondi. Alors, en tout cas, ce n'est pas un enseignement, ce ne sont pas des cours simplifiés. C'est des cours qui sont très complets, très approfondis. Sauf que, je dirais que c'est le seul talent que je me prête. Je pense être un très bon pédagogue et que j'aide vraiment, enfin, j'ai mes techniques pour aider mes étudiants à comprendre facilement des choses complexes. Ouais. Et qu'au final, du coup, on a une meilleure, vraiment un accompagnement. C'est pas simplement, voilà, prenez vidéo, débrouillez-vous. Ouais. Super support de cours, il y a des tas d'exercices ludiques. Alors au départ, j'étais pas sûr que faire ces exercices allait plaire aux gens. Ben, je peux vous dire que c'est une des choses que les gens sur les feedbacks qu'ils me donnent à la fin des cours mettent en avant en disant mais c'est génial, c'est indispensable, il faut garder ça, etc. Et puis voilà. Il y a Eric qui nous dit, Latil, je confirme, les formations sont au top. Ce premier pack, il y a 2 packs ce soir. Ce premier pack, c'est sur les théories essentielles de la médecine chinoise. Qu'est-ce que c'est finalement ces théories essentielles? C'est le solfège, est-ce qu'on peut dire ça? La base de la médecine traditionnelle chinoise? Oui, c'est ça. C'est en fait les théories essentielles, on peut dire le solfège. Lorsqu'on veut étudier la musique, il y a le solfège. Eh ben, en médecine chinoise, c'est les théories essentielles. C'est ce qu'on appelle les 3 trésors, le yin-yang, les 5 mouvements, ce qu'on appelle les 5 éléments à tort, le qi, donc l'énergie, le sang, les liquides physiologiques, les relations avec tout ça, etc., etc. Et donc ça, si vous voulez, c'est, on va dire, la base indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin s'il n'y a pas déjà ça d'acquis. C'est passionnant. Bah oui, ça donne très envie en tout cas. Et un deuxième pack qui existe, que tu as créé, sur la physiologie des organes Zanfu, j'espère que je prononce bien. C'est quoi ça? C'est la 2e étape du cycle finalement de formation? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Exactement, on peut dire ça. D'abord, moi j'ai pensé mes formations comme étant des formations pour que les personnes aient un très très haut niveau de compréhension de la médecine chinoise. D'accord? Et il y a des étapes à respecter. La première, vous l'avez compris, c'est ces fameuses théories essentielles. Et la 2e étape, c'est la physiologie. C'est comment notre corps il fonctionne, comment nos organes ils fonctionnent. Alors ça, c'est autant les théories essentielles sont plus abstraites parce que c'est les théories de base, elles sont passionnantes, mais c'est un peu plus abstrait. Là, on arrive plus dans le concret. Parce que là, quand on dit, tiens, quand on comprend comment son cœur fonctionne, son poumon, son foie, etc. Et c'est fou, parce que la médecine chinoise, elle fait des liens avec beaucoup de choses. C'est hallucinant. En fait, c'est hallucinant. Ils ont vu des choses que même en médecine occidentale, on n'a pas encore comprises. En tout cas, tu as mis tout ce cœur-là dans ces 2 packs. Ce premier pack, le prix initial est à 1790 et il y a un tarif de lancement ce soir à 1100 €, moins 40%. Et pour le 2e pack, le pack physiologie des organes Zanfu, le tarif était à 2460 et il passe ce soir à 1400 €. Bien sûr, vous avez la possibilité, comme à chaque fois, de payer, vous le savez, en 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à 10 fois, si vous le souhaitez. Et toutes ces offres sont valables jusqu'au lundi 22 novembre à minuit.
Est-ce que pour clore ces deux formations-là, qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur de ces formations? Bien sûr, tout ton savoir, mais il y a plus que ça dans ces formations. Est-ce que tu peux j'ai comme le sentiment que c'est aussi un héritage, une sorte d'héritage, parce que c'est un démarrage et ça va se poursuivre, bien évidemment. En fait, moi, mon objectif, c'est à terme donner toutes les théories, enfin, donner la possibilité à la personne qui serait motivée d'avoir toutes les théories qui permettent de comprendre tout l'ensemble des théories fondamentales. Là, c'est les 2 premiers cycles, mais il y en a 2 autres qui sont à venir et qui permettront vraiment de comprendre comment la médecine chinoise fonctionne à très haut niveau. Et si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit que la médecine chinoise, elle est traditionnelle. Traditionnelle, ça fait 3000 ans qu'elle est retransmise de génération en génération. Et il faut respecter certaines règles. Et moi, j'ai respecté ces règles, enfin, je pense avoir respecté ces règles-là parce que mes professeurs m'ont transmis de cette manière-là, avec sans arrêt, comment dire, des allusions, comment dire, aux textes taoïstes, aux textes anciens en médecine, etc. Et c'est vraiment très structuré. Et ça permet vraiment une vraie transmission de la médecine chinoise à très haut niveau. Et on n'est pas obligé de vouloir devenir praticien de médecine chinoise. C'est déjà pour soi. On peut déjà se dire, voilà, moi je veux comprendre comment mon corps fonctionne, comment on tombe malade. Voilà. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. N'hésitez pas, vous pouvez encore nous poser des questions dans le chat. On va prendre maintenant 10 bonnes minutes. Je vais essayer d'aller récupérer les questions que vous nous avez posées pendant tout ce webinaire. Il y a Violaine qui nous pose cette question en nous demandant pour un terrain de feu, quelle alimentation? Est-ce que tu peux répondre à ça, prendre un peu de hauteur par rapport à ça et nous donner 2-3 indications? Alors, lorsqu'on a une pathologie qui est plutôt d'origine, ce qu'on dit de la chaleur ou du feu, c'est qu'il y a, on va dire, pour donner une image, une hyperactivité dans le corps qui favorise des symptômes de chaleur. Alors, pour rééquilibrer tout ça au niveau alimentaire, c'est très simple. Il faut d'abord, tout ce qu'on vient de dire là, il faut le faire déjà d'emblée. Toutes les grandes règles qu'on a données, du savoir manger, je dirais, à la chinoise, déjà d'emblée. Ensuite, il faut aller chercher, favoriser les aliments qui sont de nature froide et fraîche. J'explique très rapidement. Dans la vision chinoise, les aliments, il y a 3000 ans, on ne parlait pas de vitamines, de minéraux, de glucides, de lipides, de protides. Ça, c'est des concepts occidentaux qui sont récents, qui viennent de naître. Donc, il y a 2500 ans, il a bien fallu essayer de comprendre quelle est la qualité des aliments. Et dans les aliments, il y a différentes manières de les étudier, de comprendre leur nature, en tout cas leurs caractéristiques plutôt. Et un des éléments, c'est ce qu'on appelle la nature. C'est quoi la nature d'un aliment ou d'une plante médicinale? C'est l'effet thermique qui l'engendre dans le corps. C'est-à-dire quand vous le mangez et que vous le digérez, il peut favoriser un effet thermique dans le corps. C'est-à-dire, ça peut être un effet thermique qui produit de la chaleur, il produit de la tiédeur, ou il produit de la fraîcheur, ou carrément du froid. D'accord? On dit donc qu'un aliment, il est froid, ou il est tiède, ou il est chaud. D'accord? Parfois, on dit ici nature neutre. D'accord? Et donc, il va falloir sélectionner, favoriser davantage les aliments qui sont frais et froids. Comment savoir qu'un aliment est froid et frais? Alors là, il y a un tas d'ouvrages. Moi, je peux vous recommander un de ceux que j'ai écrit qui s'appelle « Ces aliments qui nous soignent ». D'accord? Ces aliments qui nous soignent, c'est un livre de diététique qui est, si vous voulez, une espèce de dictionnaire des aliments selon la diététique chinoise et que j'ai écrit justement pas que pour les professionnels, que les gens qui étudient la médecine chinoise, mais aussi pour les gens qui sont néophytes, qui n'ont pas forcément toutes les données en main, parce que j'ai essayé de transformer la terminologie, si vous voulez, un peu compliquée de la médecine chinoise en termes plus simples pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et dans ce livre-là, il y a les listes des aliments qui sont frais, qui sont froids, qui sont tièdes, qui sont chauds, etc. Et donc, il faut aller dans cette direction-là. Voilà ce qu'il faut faire lorsqu'on a une maladie de chaleur. Il y a une autre question sur comment protéger les poumons. Mais protéger les poumons de quoi? Il n'y a pas écrit. Du tabac, l'alcool peut-être. D'un syndrome grippal, Covid. Il y a 1000. Oui, bien sûr. En revanche, quand même, on peut dire que, encore une fois, dans une manière d'étudier les aliments, on parle aussi de ce qu'on appelle, nous, les méridiens destinataires. C'est-à-dire qu'on sait que tel ou tel aliment va aller plutôt en direction de tel
méridien qui ensuite va se connecter à un organe. On va dire que tel aliment se dirige dans le méridien du poumon. Ça veut dire qu'il va avoir une action spécifique sur le poumon. Si vous voulez, dans ces aliments qui nous soignent, vous avez en fait la description des propriétés des aliments. Et certains sont spécifiques du poumon. Alors des fois, c'est pour réchauffer le poumon. D'autres vont plutôt humidifier le poumon. Par exemple, si vous avez tendance à avoir des toux sèches, il faut mieux l'humidifier, etc., etc. Si vous avez plutôt des mucosités, des glaires qui sont souvent dans le poumon, vous crachez souvent, vous avez des bronchites chroniques, ben là, il va falloir plutôt assécher. Donc, si vous voulez, les aliments, on va les classer selon leur nature, selon aussi leur méridien destinataire. Et donc, on sait quels sont les aliments qui peuvent aider le poumon. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a Lucienne qui nous demande à quel rythme doivent avoir lieu les consultations. Donc, acupuncture, médecine, chez un médecin chinois. Alors, là aussi, tout dépend de la gravité de la situation. Bien sûr. Tout dépend de la nature de la pathologie. Si vous êtes dans une maladie aiguë, par exemple, moi, je suis assez souvent des Covid depuis 1 an et demi. Oui. En fait, moi, je fais un suivi quotidien, quoi. Je dis exactement ce qu'il faut faire pour le traitement pour les patients. Et quotidiennement, je les ai, on fait un point tous les jours. Ah oui, d'accord. Pour une maladie chronique, oui, parce que là, on est dans une maladie aiguë, qui est potentiellement quand même embêtante. Donc, et moi, ce que je veux, c'est que j'ai aucun patient qui aille à l'hôpital. Tous les patients que j'ai soignés pour le Covid, aucun est allé à l'hôpital. Et en général, ça se soigne entre 4 jours et 7 jours. Okay. Sans Covid long, etc., etc. Je finis la parenthèse. D'une manière générale, après, tout dépend de la pathologie. C'est une pathologie qui est chronique. Alors, chronique, il y a différents types de chroniques. Il y a du chronique où la personne peut guérir et du chronique où la personne ne peut pas guérir, ou difficilement. Si vous avez, par exemple, une sclérose en plaques, une maladie de Parkinson, vous vous doutez bien que ce n'est pas la même chose que d'avoir une colopathie, enfin, une colite, une inflammation du côlon, par exemple. D'accord ? Il y en a une qui est certainement guérissable, plus ou moins lentement, et une autre où on peut faire que aider la personne à être au mieux de sa forme par rapport à une maladie ou génétique ou une maladie auto-immune, etc., etc. Donc, en fonction de ça, on va choisir le rythme des sessions. En Chine, si on fait que l'acupuncture, on voit les patients 3 fois par semaine. Si on fait que l'acupuncture pour une maladie qu'il faut soigner, hein, je ne parle pas de prévention. Oui, d'accord, justement. Ouais. Si on est dans le soin, la personne a une pathologie qu'il faut soigner. 3 fois par semaine. En Chine, l'acupuncture, il dit on va voir 2 fois ou 3 fois. Ce n'est pas une fois tous les mois. Hein. Oui. Et en prévention, je vais plus loin dans la question de Lucienne. En prévention, ça veut dire on va bien, mais on a envie d'aller encore mieux. Bah moi, je dirais une séance par mois, ça serait le top idéal. Tu as des patients comme ça? J'en ai pas en ce moment, parce que j'ai changé de cabinet, donc ma clientèle est en train de je dirais, se reformer, etc. Mais à l'époque où j'étais avant mon ancien cabinet, c'est pas compliqué. J'ai des gens, même c'est moi qui étais obligé de leur dire, mais non, vous viendrez plus tard, quoi, une autre fois. Quoi. Bon, après, vous savez, il y a des liens qui se forment quand on essaie de bien faire son travail, que les gens sentent qu'on est là pour eux, d'accord. Après, il y a des liens qui se font. Et j'avais des gens qui venaient tous les 15 jours, une fois par mois, 2 fois par mois, d'autres toutes les semaines. Je disais, mais peut-être on peut. Non, moi je veux. Et ils venaient toutes les semaines. Donc, oui, c'est possible de faire des traitements comme ça mensuels. Dans l'enseignement, je veux dire, ordinaire de la médecine chinoise est assez pauvre. C'est même triste ou net. En réalité, si on fait un peu de recherche, on fait bien son travail, c'est incroyable. Les émotions sont considérées comme la 3e cause de maladie. Il y a 3 types de maladies, 3 catégories de maladies. On parle des maladies externes. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est le vent, le froid, l'humidité, la chaleur, tout ça qui attaque le corps. C'est ce qu'on appelle, d'accord, les causes externes. On a les causes internes. Et dans les causes internes, c'est quoi? C'est les émotions. On considère que les émotions vont dérégler les organes, les méridiens, etc. et favoriser un tas de maladies. Et comme il y a différents types d'émotions, il y a différents types de dérèglements qui peuvent intervenir. Alors ça, c'est passionnant parce que d'un point de vue des bilans, on sait exactement repérer quel type d'émotion, ce qu'elle fait, etc. Bon, en tout cas, c'est fantastique. On a des solutions en acupuncture, en phytothérapie chinoise qui sont vraiment bluffantes. Vraiment. Ça, c'est vraiment passionnant. Et la 3e cause de maladie, parce qu'on parlait des causes de maladie, c'est ce qu'on appelle les causes ni internes ni externes, c'est-à-dire ni les externes, celles qu'on a vues, on a expliqué ce que c'était, ni les émotions, mais par exemple, le fait de mal manger, le fait d'avoir un traumatisme,
le fait d'avoir des surmenages, par exemple, ça, c'est des causes qu'on met dans ce troisième groupe qui est ni interne ni externe. Il y a un Serge qui nous dit « Je suis étonné, rien sur le souffle. Philippe ne parle pas du souffle ce soir. » Bah, tout simplement. On peut pas parler de tout en même temps, hein, mais bon. C'est vrai. En fait, qui a dit ça? C'est Greg, non? Serge. Il y a 1 million de choses dont on n'a pas parlé ce soir. Oui. C'est 1h15, donc on essaye de synthétiser, on essaye de donner une envie. C'est vrai. Alors, si vous voulez, la respiration, le souffle, l'air qu'on respire participe à la production d'une énergie très particulière, que moi je traduis par le chi confluent, qui est essentiel pour la circulation dans les méridiens, la circulation cardiovasculaire, dans le réchauffement des membres, dans la force, dans la voix, etc. et plein d'autres choses. Donc si, la respiration est aussi fondamentale. En revanche, ce qu'il faut savoir, Serge, c'est que la respiration est moins importante pour la production de cette fameuse énergie défensive dont on a parlé tout à l'heure, pour se protéger. Ça ne veut pas dire que la respiration n'est pas importante, bien sûr qu'elle est importante, mais pour autre chose, et indispensable pour d'autres éléments du bon fonctionnement de l'organisme. D'accord ? Je vais prendre encore 3-4 questions. Christophe qui nous dit « Que pensez-vous que pense la médecine chinoise du jeûne intermittent ?» Alors, traditionnellement, la médecine chinoise se méfie beaucoup des jeûnes en général. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas la notion de jeûne, mais elle a été plus introduite sous la dynastie Tang, 8e, 9e, 10e siècle, quand le bouddhisme s'est vraiment installé en Chine. D'accord ? Donc, c'est quand même relativement postérieur, parce que bien avant, la médecine chinoise a été créée. Et à ce moment-là, en effet, la notion de jeûne a été mise, en place à ce moment-là, plus dans la société chinoise. Mais à l'origine, pensez qu'il y a 2500 ans, le problème de la plupart des gens, ce n'était pas parce qu'il ne fallait pas se nettoyer ou faire un jeûne parce qu'on avait trop mangé ou fait des excès. C'était de ne pas mourir de faim. Remettons les choses dans leur contexte. Il y a 2500 ans, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, même chez nous, le problème, ce n'est pas le fait de faire des jeûnes. Le problème, c'était de ne pas mourir de faim. Oui. Donc, il n'y a pas eu on se méfie des jeûnes en médecine chinoise, d'accord ? Mais bien sûr, tout ça a été, on va dire, réactualisé. Et moi, je recommande, c'est un moyen, le jeûne intermittent, de favoriser cette modération qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui. C'est le premier point qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc ça, moi, je pense que c'est favorable. Mais il faut être pragmatique. Souvent, dans le monde des médecines naturelles ou de la médecine en général, on est trop dogmatique. On a une idée et on pense que voilà, ça va être bon pour tout le monde, etc. Observez. Si le jeûne intermittent pour vous fait que vous avez une meilleure santé, vous avez moins de problèmes digestifs, vous avez globalement une meilleure vitalité, c'est que c'est fait pour vous. Vous avez des gens qui vont dire « Oui, mais je suis plus fatigué, je suis plus frileux, j'ai la goutte au nez. » Ça veut dire que ce n'est pas adapté à eux. Ce qui est intéressant dans la médecine chinoise, c'est qu'en général, on va individualiser tout ça. On va voir si pour telle ou telle personne, le jeûne intermittent est génial ou pas. Si vous êtes d'une constitution, vous êtes déjà à la base frileuse, fatigable, avoir tendance à facilement avoir des rhumes ou des grippes, voire éventuellement être anémié, je vous dirais, peut-être que le jeûne intermittent, on va voir plus tard. On va essayer de faire autre chose pour remettre de l'ordre dans la maison, là, mais peut-être que le jeûne intermittent n'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Donc, il n'existe pas de solution qui soit totalement universelle. Il faut toujours adapter et vérifier ce qui se passe. D'accord ? Laura, je ne t'entends plus. Ah ben zut alors. Je ne t'entends plus. Bonsoir, je vais me permettre d'intervenir parce que on a apparemment un petit problème de son donc, qui vient d'elle. Donc, nous, je vous entends toujours très bien, Philippe. Bonsoir à tous. Je vais me permettre de poser quelques questions en attendant que Laura puisse rétablir son son. Vous parliez en effet tout à l'heure de l'humidité et des aliments chauds ou froids. Et donc, Myriam demande comment chasser l'humidité du corps. Est-ce qu'il y a des aliments en particulier? Alors, ça, c'est un petit peu plus difficile.
parce que c'est un facteur pathogène qui est plus, on dit en fait la caractéristique de l'humidité, c'est que c'est lourd, c'est stagnant, donc c'est plus difficile à évacuer. Donc il faut savoir que par l'alimentation à 100%, on n'arrive pas toujours. En revanche, on va faire un choix des aliments souvent qui sont amers, parce que la saveur amère assèche. Alors c'est vrai que dans notre alimentation, on a au contraire beaucoup d'aliments qui sont humidifiants et peu qui sont amers, donc asséchants. Je vous explique. Tous les glucides, vous savez, les glucides, c'est pain, pâtes, riz, pommes de terre, d'accord? C'est ce qu'on appelle les sucres lents ou rapides, peu importe. Mais dans les sucres qu'on appelle sucres lents, c'est un terme impropre, mais peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. La plupart du temps, dans notre société, ce sont en fait des glucides à index glycémique élevé, c'est-à-dire qu'ils sont raffinés, ils sont très blancs, etc. Eh bien ça, on sait, avec la médecine chinoise, que c'est très humidifiant. Donc la première chose à faire, c'est d'éliminer toute cette catégorie de glucides qui vient apporter trop d'humidité en vous. Et ensuite, augmenter la part des aliments qui sont de saveur amère. Encore une fois, comment savoir qu'un aliment il est amer ou pas? Alors, en le goûtant, mais des fois, c'est subtil. Allez voir dans le livre que je vous ai suggéré, hein, ces aliments qui nous soignent. Vous verrez qu'il y a des classifications qui vous permettent de vous y retrouver. D'accord? Ça marche. Je pense que vous avez bien répondu à la question de Myriam. Qui est alors que pensez-vous de faire la sieste après le repas? Demande Nicole. Ça, je dirais, pourquoi pas, c'est acceptable, mais à une condition. Qu'on aurait fait cette petite marche tranquille juste avant et le petit massage. Parce que l'idée, c'est que si vous dormez tout de suite après un repas, ça va favoriser ces stagnations. Ces stagnations qui vont vous empêcher de bien digérer. Donc, il faut, si vous avez besoin, parce que vous êtes fatigué, ok, mais juste avant, marchez et faites ce malaxage doux, mais quand même un peu soutenu, d'accord, avec la paume de la main, plutôt chaude, sur tout votre abdomen. 30 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, après 30 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Vous pouvez même faire un aller-retour au bas aussi, hein, d'accord? Et donc ça, c'est vraiment... Ça va donner du mouvement pour éviter la stagnation pendant le sommeil. Ça, c'est vraiment directement après avoir mangé. On n'attend pas que ça ait digéré un petit peu. C'est justement pour aider à la digestion, en fait. Oui, exactement. Bien sûr que le massage que je vous suggère, c'est pas d'appuyer comme un sourd et de vous faire vomir. C'est pas ça. Hein. Faut que ça soit soutenu, mais pas non plus excessif comme pression. Là, on a une question très intéressante de Denis Umbriaco. Est-ce que la médecine chinoise évolue? Est-ce qu'elle s'améliore? Alors, ça, c'est une question super intéressante. Notre médecine occidentale, elle remet en question sans arrêt les connaissances d'hier. La science, c'est plus ou moins ça. C'est ce qu'on savait d'hier, c'est faux. Maintenant, on sait plus. Ça, c'est le paradigme de la science qu'on connaît tous. La médecine chinoise, comme beaucoup de savoirs ancestraux, fonctionne différemment. C'est un autre point de vue. Le point de vue, c'est de dire, il y a eu un âge d'or, il y a eu une connaissance de très haut niveau à un moment donné, et l'objectif des générations, c'est de retrouver ces connaissances parfaites qu'on avait au début. On a un texte fondateur de la médecine chinoise qui s'appelle le Neijing, le classique interne. Et le premier chapitre de sa première partie, si vous voulez, il y a deux parties, le Sowen et le Lingshu. Dans la première partie, il y a un premier chapitre. Et dès le premier chapitre, on nous dit ça. À l'époque, les gens vivaient très vieux, ils étaient sages, ils étaient en harmonie avec la nature, etc., etc., etc. Et donc, du coup, il y avait l'idée que dans l'Antiquité, alors c'est un texte qui a été écrit il y a 3000 ans, hein. Les premiers, en tout cas, textes ont été écrits il y a 3000 ans. Et il y a 3000 ans, on disait, dans l'Antiquité, les gens étaient parfaits, etc., etc. Et en fait, c'est ça. Notre job, nous, praticiens en médecine chinoise, c'est de nous référer toujours aux grands textes classiques qui ont, si vous voulez, généré ce système médical particulier, qu'est la médecine chinoise, pour essayer de trouver les solutions incroyables qu'il y avait dès le départ. Donc, on n'est pas toujours à vouloir
dire ah ben non, les connaissances qu'on a d'hier, elles sont fausses, maintenant, c'est plus ça, c'est ça maintenant. On n'est pas dans cette dynamique-là. C'est notre dynamique. Elle n'est pas meilleure. Elle est différente. D'accord? Moi, je vais vous dire une dernière chose là-dessus. Pour soigner mes patients, vous savez, dans la médecine chinoise, elle n'est pas homogène, il y a différents courants. Vous savez que 3000 ans, forcément, il y a différents courants. Moi, j'utilise surtout pour la pratique de la phytothérapie, parce que je fais beaucoup de communication en visioconférence, parce que j'ai des demandes un peu partout de France, de Suisse, Belgique, pas partout dans le monde entier. Eh bien, j'utilise plutôt la phytothérapie. Et à ce moment-là, j'utilise, moi, un courant qui existe depuis 2000 ans. On va se dire, mais 2000 ans, c'est dépassé, ça doit être nul, depuis, il y a plein de choses nouvelles. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on a récupéré Laura. Anne, immense merci. Voilà l'équipe Niveau Vojo, il y a tout le temps. Dès qu'il y a un petit souci, hop, on est là. C'est une véritable équipe. Merci infiniment. On l'appelle le Joker dans l'équipe. C'est ça. Et je disparais comme j'apparais d'ailleurs. Donc, bonne continuation. Tu peux rester avec nous, tu sais. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est ça la magie du direct. Ça fait partie du jeu. En tout cas, merci Philippe, et j'espère que ça t'a pas trop déconcentré. On va rester encore quelques minutes pour justement récupérer ce petit timing là. Il y a une autre question qui nous demande, Marine qui nous demande comment envisager la fatigue chronique en médecine chinoise. Est-ce que tu peux prendre un peu de distance et de hauteur et nous répondre, évidemment pas en cas particulier, mais de manière plus globale? Alors, la fatigue chronique, comme toutes les maladies, on considère en médecine chinoise qu'il n'y a pas un seul type de fatigue chronique, mais une infinité. Enfin non, il ne faut pas exagérer. Il y a quand même quelques grandes tendances. Oui. D'accord? Donc, on a quand même des repères, nous praticiens, on dit, oui, la fatigue chronique, donc c'est plutôt ça, ça, ça ou ça. Donc, on vérifie. Mais au final, on doit faire notre bilan général pour voir ce qui est déséquilibré chez la personne. Et à partir de là, dire, ben voilà, chez cette personne, cette maladie, fatigue chronique, se manifeste par ceci, par cela, donc relève d'une stratégie spécifique et qu'on va individualiser. En d'autres termes, peut-être que la solution pour cette personne-là, ce ne sera peut-être pas la solution de sa voisine juste à côté qui a la même maladie. Vous comprenez? C'est pour ça que la médecine chinoise n'est pas adaptée pour l'automédication. Quand on fait de la naturopathie, des choses comme ça, on peut dire prenez telle vitamine, telle. Et nous, on ne fonctionne pas comme ça. On soigne l'humain, l'individu. Tu soignes l'humain, l'individu. Il y a deux questions, il y en a plusieurs. Je suis désolée, je n'ai pas tout le chat, mais en tout cas, de ce que je me souviens, il y a aussi deux questions là qui nous sont posées sur le Covid. Alors, je sais que tu ne vas pas pouvoir répondre parce qu'on a bien compris que c'est de particulier à particulier et on a bien compris que tu ne vas pas nous donner quelque chose de général, mais on va terminer là-dessus. D'ailleurs, comment est-ce que et quelle stratégie on doit avoir justement pour se soigner du Covid? Allez voir un praticien médecine chinoise, allez voir un médecin qui soigne. En fait, il faut simplement se soigner avec des approches occidentales, ou la médecine chinoise, ou l'homéopathie, ou l'aromathérapie, peu importe. Il faut y aller tout de suite. Alors ça, c'est bien mieux quand même d'être traité par quelqu'un qui connaît la situation, qui connaît la pathologie, qui sait ce qu'il fait. Et enfin, on va terminer, allez, par un peu plus de légèreté avec Sylvie qui nous dit quelle boisson prendre durant les repas. Est-ce que c'est de l'eau tiède ou pas? Et ça, c'est intéressant. Excellent, excellent. Ouais. Alors justement, le but de la digestion, c'est de transformer nos aliments dans cette espèce de soupe digestive tiède. Tu en as parlé tout à l'heure. Plus vous allez boire froid, voire glacé, plus vous allez ralentir la digestion, plus vous allez bloquer la digestion. Le froid, ça sert à quoi? À congeler, à arrêter le processus de la vie. Alors que la digestion, c'est au contraire des transformations. Ça bouge, ça c'est transformer quelque chose en une autre. Donc, on a besoin plutôt de tiédeur, pas de chaleur, mais de tiédeur. Et donc, il faut, pour faire cette soupe digestive tiède, un apport liquidien. Et alors, comment on fait traditionnellement en Chine? On considère qu'on boit la soupe en fin de repas. C'est-à-dire qu'on va manger solide, on boit très très peu ou quasiment pas pendant le repas, et à la fin, on prend une soupe. Ça, c'est très traditionnel. Alors, si vous avez soif, vous avez quand même très soif, parce que voilà, il y a quand même un besoin de boire, l'idéal, c'est de l'eau tiède, enfin, ce qu'on appelle de l'eau tiède, de l'eau chaude. C'est faire chauffer votre eau. Alors, il faut qu'elle soit buvable, il ne faut pas que ce soit brûlant, bien entendu. Et parce que cette eau chaude va aider, comment dire, ce malaxage, cette production de soupe tiède,
digestive et permettre donc une meilleure digestion. Donc, évitez l'eau glacée, oui. évitez l'eau froide, évitez l'eau en trop grosse quantité au début des repas. Buvez plutôt vers la fin du repas et chaud. Une soupe, de l'eau tiède, ça peut être une tisane, comme vous voulez. Bon, il y en a certains qui disent aussi, moi, je vais boire un petit peu de vin aussi. Mais pourquoi pas? Bon, mais le vin, on le boit pas froid, le vin. Normalement, bon, enfin disons mais pas les amateurs, quand même. Les vrais amateurs de vin, c'est du vin rouge. Et les vins rouges, on va pas le mettre au frigo, au réfrigérateur, pardon. Et donc, on va utiliser un vin tempéré, etc. Et ça, c'est acceptable. Oui. Ce qu'il ne faut pas, c'est boire froid, sortir du frigo. Là, encore une fois, si c'est la fête, l'anniversaire, pourquoi pas. Mais dans votre quotidien, évitez tout ce qui est trop cru et trop froid, liquide ou solide. On va terminer là-dessus. Merci infiniment. Merci infiniment pour ton savoir. Merci de donner toutes ces indications, tout ton enseignement aussi. Alors, je sais que ce sont des bribes, évidemment, que tu nous donnes. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas, la valeur de nos échanges. Et désolé encore pour ce petit couac de son, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, en tout cas. Je rappelle, bien sûr, que vous aurez bien le replay de ce webinaire dès demain. Évidemment dans votre boîte email, ainsi que toutes les informations que vous souhaitez sur les formations de Philippe. Si les personnes ont des questions à te poser, elles peuvent encore continuer à le mettre dans le chat. Tu pourras regarder, avoir un petit œil dessus et peut-être répondre aux personnes qui le souhaitent. Si l'équipe me dit comment faire, je le ferai. Absolument, on va en reparler juste après. En tout cas, merci de nous avoir donné tout ce que tu nous as donné. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure sur ces défenses immunitaires et sur cette médecine qui est ta passion et bien plus que ça, on l'a bien compris. Alors, j'avais plutôt envie de conclure sur vous dire que j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré, je me suis éclaté. J'aime en fait partager cette passion. Laura, c'était vraiment sublime. J'ai l'impression d'être sur un tapis volant grâce à toi. C'était magnifique. Je te remercie vraiment 1000 fois pour ce bon moment, cet agréable moment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous tous. C'est un vrai plaisir. En tout cas, vous avez été extrêmement nombreux. Merci pour vos questions. Désolée si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, on est là, on revient. Il y a ces formations. Allez voir toutes ces formations qui sont absolument magnifiques. C'est une qualité exceptionnelle. Philippe, tu es un être exceptionnel. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est plus de 3000 ans de sagesse médicale au service finalement de votre santé. Et merci de nous avoir donné tout ça. Je vous dis à très bientôt, très belle soirée et merci à toute l'équipe de Vivo Vojo aussi. Merci à tous. Qui est là et qui est dans les coulisses. Merci. À tout bientôt.